Je crois que le pape avait décidé que le Hitler, c'était un ennemi qui n'était pas à détruire, ce que pensaient Churchill et De Gaulle à l'époque. Ouais. Bonsoir, merci d'être ici. Alors, on va d'abord régler un premier problème, parce que ça s'est réglé jeudi après-midi. L'affiche du film, voilà, c'est bien... Autorisé par la justice, voilà. Oui. Avec des compliments, je dirais. Voilà, donc il y avait une association d'extrême droite qui avait fait chier, mais ils ont été déboutés par le tribunal. Absolument. Donc tout est réglé. Je vous en parle tout de suite, parce que j'ai l'impression qu'à un moment, la discussion s'est un peu focalisée sur l'affiche, et que c'est un peu l'arbre qui cachait la forêt. Un peu trop, oui. Voilà, donc pendant que le problème est réglé, voilà. Bien. Costa Gavras, donc rebonsoir. Vous êtes né à Athènes en 1933. Vous arrivez en France donc en 1949 pour faire des études de lettres, mais votre passion du cinéma l'emporte et vous faites l'IDEC. Alors il dit qu'il n'a pas fait l'IDEC, évidemment, ni la FEMIS ni rien. Est-ce que vous croyez que j'étais fils de cinéaste? Fils de cinéaste, ce qui n'était pas le cas de Costa Gavras. Est-ce que c'est un manque, vous pensez? Est-ce que vous avez appris des choses à l'IDEC que Mathieu n'aurait pas appris Moi, j'ai appris parce que je venais d'un milieu qui n'avait rien à voir avec le cinéma, donc j'ai appris plein de choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les caméras qu'il y a, c'est très facile de faire des films pour n'importe qui. Hein. Alors au début, vous êtes assistant avec de grands réalisateurs. Vous travaillez avec René Clair, vous travaillez avec Jacques Demy, vous travaillez avec René Clément. Et puis en 1965, grâce à l'appui de Simone Signoret et de Yves Montand, vous réalisez un film culte, Compartiment tueur, qui est un énorme succès. Et par la suite, vous restez dans des films politiques basés sur des faits réels. On a dit que vous étiez l'inventeur du cinéma politique. Bon, le cinéma est toujours politique de toute façon, donc on ne peut pas en être l'inventeur. Mais enfin, disons que vous avez fait des films aussi extraordinaires que Z en 69, consacré au régime des colonels en Grèce, L'Aveu en 70, consacré au régime stalinien en Tchécoslovaquie, Section spéciale en 75, consacré à Vichy, Missing en 83, sur le régime de Pinochet au Chili, et aujourd'hui Amen, consacré au silence du pape Pie XII et du monde occidental pendant l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est un film qui est produit par Claude Berry, le scénario est de vous avec Jean-Claude Grumbert, d'après Le Vicaire, la pièce de Rolf Orhut. Ça sort mercredi. Alors, le film, donc, c'est deux personnages. Il y a l'ESS, Kurt Gerstein, qui est joué par Ulrich Tukur, qui est un acteur extraordinaire qu'on ne connaissait pas, formidable. Donc, lui, c'est un SS, il a des connaissances techniques très précises. Il s'occupe de la purification de l'eau. C'est un bon père de famille, protestant, croyant. Il travaille avec l'armée, parce que bon, c'est l'armée de son pays. Hein. Oui, et puis c'est la guerre, et donc il est engagé dans l'armée. Voilà. Et un jour, il découvre qu'on utilise les gaz qui sont là pour désaffecter les casernes, on les utilise pour tuer des gens. Voilà. Et alors là, tout de suite, il commence à réagir. Il va avoir des diplomates suédois, il va avoir ses propres pasteurs et de sa propre église, il va avoir l'annonce apostolique, il va avoir plein de gens, de ses amis, en disant, voilà, on est en train de tuer des gens, faisons quelque chose. Et tout le monde est effrayé, personne ne bouge. Oui. Il décide d'alerter le monde sur ce qui se passe et il rencontre ce mur d'indifférence. Et un jour, il va voir le nonce apostolique à Berlin. Et Mathieu est là, il s'appelle Fontana, Riccardo Fontana, jeune et brillant ecclésiastique romain, parce qu'il est issu d'une famille qui vit dans l'entourage du pape. Lui, il est saisi par cette nouvelle et il va essayer pendant tout le film d'alerter le pape Pie XII. Voilà. Alors c'est rare que je m'engage pour des films parce que c'est pas mon job, je suis pas critique de cinéma, mais là je peux vous dire vraiment d'y aller. Moi j'ai été bouleversé par ce film, c'est très bien fait en plus, c'est-à-dire que non seulement ça dit quelque chose, mais en plus c'est d'une facture impeccable. Alors il y a des images extraordinaires, notamment la noria des trains. C'est-à-dire que la grande idée du film, c'est qu'on voit des trains pleins qui vont vers les camps de concentration et puis on les voit repartir vides, espèce de noria comme ça, on sent... Parce que le vrai problème c'est ça, c'est qu'on se rend compte que le vrai problème de la Waffen-SS, c'est d'en tuer 10 000 par jour. Et les mecs disent, ah ben là je vais pas arriver à mes 10 000, vous comprenez Et ils ont des problèmes qu'on a dans toute industrie. C'est-à-dire, ça coûte cher. C'est une industrie. C'est des bourreaux industriels, voilà, exactement. Voilà. Ils cherchent le rendement. Il y a une scène où ces dirigeants de camp se retrouvent et disent, je n'arrive pas, j'ai des cauchemars, je n'arrive pas à travailler. J'ai des cauchemars, oui. Alors, c'est un film de grande pudeur, parce que c'est vrai que tout le monde avait été très choqué dans le film de Spielberg, La liste de Schindler, parce qu'à la fin, il y avait cette scène de la douche, où bon, tout le monde attendait qu'il y ait du Zyklon B qui descende des douches, et c'était de l'eau. Et c'était vraiment gênant. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas très bien pourquoi il avait fait ça. Et vous, alors, à un moment, Gerstein met son œil comme ça dans un œilleton, mais on ne voit pas ce qu'il y a dedans. On entend les coups sourds qui sont tapés à la porte, mais on a
on ne voit pas, ce qui est encore pire d'ailleurs, parce que c'est comme dans le film de Tourneur, quand on ne voit pas le diable, quoi. Je veux dire, ça fait beaucoup plus peur. C'est mieux d'imaginer que de voir voilà, très souvent. Oui. Je crois que ça c'est très fort. Et alors, on souffre réellement de voir Kurt Gerstein et Ricardo Fontana se heurter au mur de l'indifférence. Tout le monde sait, hein, tout le monde savait. Tout le monde savait. Et moi, j'ai fait le film précisément pour ces raisons-là, parce qu'il y avait de l'indifférence. Et que je trouve aussi, cette indifférence se prolonge aujourd'hui jusqu'à nos sociétés. Bah oui, dans d'autres domaines, pour d'autres... Aujourd'hui, il y a 25 millions d'enfants qui meurent de malnutrition, de manque de médicaments. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Donc on est dans la même situation, finalement. C'est ça que je voulais dire dans le film. C'est ce qui lui donne effectivement sa portée universelle. Alors, le film commence en 1936. Il y a un dénommé Stéphane Lux qui se suicide à la SDN, la Société des Nations, c'est-à-dire l'ancêtre de l'ONU, à Genève. Pendant une réunion devant tout le monde, voilà. oui, pour dire que je proteste parce que personne ne bouge, personne ne fait rien de la répression en Allemagne, qui avait commencé d'ailleurs avant 1936, il avait commencé en 1933. Bien sûr. Et il se suicide, et personne ne fait rien, on le prend, on le sort, et puis on continue la réunion. C'est une scène qui résume le film d'une certaine façon, hein. Et alors, la preuve que le fait de protester aurait servi à quelque chose, c'est qu'au début du film, on voit les Allemands qui, par eugénisme, détruisent les êtres improductifs. C'est-à-dire les gens qui sont un peu simples d'esprit, les gens... Bon, et les Allemands se révoltent contre ça. L'Église allemande, l'Église protestante se révolte. Et les nazis arrêtent. Les protestants et les catholiques, et ils arrêtent. Ils sont obligés d'arrêter, oui, parce qu'un prélat qui s'appelait Von Galen fait un discours formidable dans son Église, et les nazis sont terrifiés, ils s'arrêtent. Voilà. Alors, pour le pape, finalement, ce qu'on comprend en voyant le film, c'est que Hitler lutte contre le communisme, il lutte contre Staline. Donc pour lui, à la limite, entre deux mots, il a l'impression de choisir le moindre. C'est une raison. Oui, je crois que le pape avait décidé que le Hitler, c'était un ennemi qui n'était pas à détruire, ce que pensaient Churchill et De Gaulle à l'époque. Ouais. Mais c'était plutôt un ennemi à vaincre, tout simplement. Oui. Ouais. Il y a aussi l'anti-judaïsme de l'Église. Je ne parle pas d'antisémitisme, mais d'anti-judaïsme, c'est-à-dire les Juifs qui ont tué le Messie, etc. En fait, mais ça, c'est une vieille histoire. Vieille histoire qui est quand même inscrite dans les gènes de l'Église catholique. Oui. Et puis alors, il y a la personnalité de Pie XII, parce que finalement, le pape précédent, Pie XI, était quand même mieux. Absolument. Il avait fait des encycliques contre les nazis, contre le fascisme. Et quand Pie XII est arrivé, il y avait une encyclique qui s'est préparée, il l'a enterré complètement. Il n'a pas poursuivi. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'en 1999, le pape Jean-Paul II a demandé pardon. Absolument. Et même avant, le Deuxième Vatican a déjà arrêté l'antisémitisme, a essayé d'arrêter l'antisémitisme, et l'a condamné à cette période-là, oui. Et le pape s'est rendu souvent dans les synagogues à Rome. Absolument. Pour montrer à quel point souvent. l'Église catholique était fille du judaïsme et pas ennemie du judaïsme. Alors évidemment, si le pape avait fait une déclaration à cette époque, peut-être que les Alliés auraient bombardé les voies ferrées, bombardé les camps. On n'en sait rien. Peut-être, mais il fallait quand même parler. Voilà, tout le problème, c'est là. Est-ce qu'on reste muet devant une catastrophe pareille, devant une tragédie aussi colossale, ou on parle? Moi, je pense que le chef, disons, moral du monde, il devrait parler. Et protester, et dire arrêtez ça. On le voit, dans votre film, on le voit pleurer. Et l'auteur de la pièce, le vicaire hors route, vous a reproché ça, parce qu'il a dit, lui, sa pièce est encore plus dure que votre film. Elle est beaucoup, beaucoup plus dure. Lui, il pense même que le pape était tellement antisémite que c'est pour ça qu'il a laissé faire tout cela et que c'est un pape très dur. Non, moi je pense qu'il était plus humain que cela, le pape, qui s'est trouvé dans un dilemme extraordinaire, mais il a joué plus la politique, à mon avis, que la morale. Voilà. Alors, le film a une portée universelle et vous, finalement, ça vous touche d'une certaine façon parce que vos grands-parents paternels ont été déportés, votre père a porté l'étoile jaune dans le ghetto de Budapest. Est-ce que ça, quand vous avez tourné le film, quand vous êtes retrouvé avec les Sonderkommando dans le camp d'extermination, est-ce que ça vous est revenu? Est-ce que ça vous a mis dans un état particulier? Parce qu'à la fin du film, c'est vraiment halluciné. Hein. Oui, mais ça fait toujours bizarre de voir la croix gammée portée sur un costume, même si c'est un costume de cinéma. Si vous avez eu l'occasion de croiser des films historiques, ça fait toujours bizarre de voir un acteur qui n'a aucun problème, mais qui se retrouve habillé en Asie. On a tout de suite une certaine antipathie, en tout cas, et une fascination. Est-ce que sur le tournage, entre les gens qui étaient nazis et les figurants qui jouaient les nazis et les figurants qui jouaient les juifs, est-ce qu'il y avait des... Bien sûr, c'était très très limite. Il y avait des petits sourires qui
qui en disait long, et c'était très gênant pour les uns et pour les autres, mais il y avait cette petite distance entre ces gens qui étaient exactement les mêmes, sauf qu'il y en a un, il était pioché pour porter un uniforme nazi, et l'autre... Donc l'habit fait le moine. Exactement. Et vous, quand vous êtes en curé, ça vous change? Bah oui, ça change complètement, oui. Je vous avais déjà porté la soutane? J'ai porté le col en plastique de Monseigneur Di Falco, mais je lui disais que ça me rappelait le collet de chien de ma femme, donc évidemment, ça ne le faisait pas. Sérieux? Non, c'est très... Les costumes d'église sont très étudiés, et ce costume ne se porte pas de n'importe quelle façon, donc effectivement, il fait le... On ne peut pas se comporter pareil quand on porte ça. Non, malheureusement. C'est un des intérêts en tant qu'acteur, mais ça fait aussi peur, c'est qu'il n'y a pas de poche, on est obligé de se tenir droit, et forcément, on est obligé de ressembler à un prêtre. Si on commence à faire l'imbécile, ça passe plus. Donc ça vous donne une certaine rigueur, et ça fait le rôle, en fait. Il est bon, hein? Et il est vraiment très excellent, bon. Hein? Parce qu'il est bon, vous parliez tout à l'heure de ses films, mais il est bon comme metteur en scène aussi. Hein, parce que son dernier film, Rivière pourpre, et quand on le voit, ça vaut le meilleur film d'action américain, même si on peut avoir des doutes sur le scénario. Non, parce que c'est de ça qu'on se réfère tout le temps quand il s'agit des films d'action. Bien sûr. Oui. Il est bon. Ah oui, il est très bon. Il fera des bonnes choses. Alors tous les deux, vous avez quelque chose en commun. C'est que vous avez des femmes qui vous aident. Michel Ray, pour vous, qui fait la production exécutive du film, avec qui vous êtes depuis 68. Oui. Et vous aussi, Mathieu, vous avez une vie très calme avec... Ah ouais. Il n'y a rien de mieux que nos femmes pour nous aider à faire ce qu'on a à faire, hein, c'est sûr. Elles nous supportent, je crois. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.